Le tribunal militaire de la garnison de Butembo dans le Nord Kivu a condamné le vendredi 28 février 55 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi, violation des consignes et pillage. Le verdict a été rendu à Mouzienene dans le territoire de Lubero. Ces sanctions visent à rétablir la discipline au sein des troupes engagées sur le terrain, a indiqué le colonel Mac Azuke Mumba, porte-parole des opérations Sokola 1. Ces jugements sont-ils de nature à rétablir l'ordre et la discipline au sein de l'armée congolaise? Peuvent-ils influencer d'une façon ou d'une autre le rapport de force sur le terrain? Nous tenterons bien sûr de questionner ou du moins trouver quelques éléments de réponse à ces questions. Après mûre réflexion et en réponse aux nombreux appels, le général Brice Clotaire Olingi Nguema a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Annonce faite devant de nombreux Gabonais à la Cité de la démocratie dans la capitale gabonaise Libreville. Motivant sa candidature, Olingi Nguema dit avoir été touché par le Saint-Esprit et affirme avoir pris la décision de faire don de sa personne à ses compatriotes. Après mûre réflexion, donnez-moi la force d'aller plus loin et de faire encore plus, a dit le président candidat, dont la sortie et la déclaration historique interviennent dans un contexte bien particulier, coïncidant notamment avec le 50e anniversaire de ce dernier. Est-il l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Nous apporterons également quelques éléments de réponse à ces questions. Vous le voyez sur ces images, le général Brice Clotaire Olingi Nguema aux côtés de la première dame de la République du Gabon. Bonsoir à vous et bienvenue. Peine capitale pour 55 militaires congolais condamnés à la prison, ou du moins à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi et violation des consignes et pillage. Nous tenterons de questionner la démarche des autorités congolaises dans un contexte marqué justement par cette crise sécuritaire avec l'avancée du M23. Ces jugements peuvent-ils, du moins sont-ils de nature à rétablir l'ordre et la discipline au sein de l'armée congolaise? Peuvent-ils influencer le rapport de force sur le terrain? Élément de réponse à suivre dans un instant. Tout d'abord, ces excuses d'entrée, ceux du professeur Pini Sassai qui aurait dû être avec nous, mais un empêchement de dernière minute n'a pas permis à ce dernier, bien sûr, de répondre favorablement à cette invitation. Nos pensées également en direction d'André Kistel Fanga, le consultant permanent de cette émission de Point sur l'actualité, souffrant depuis plusieurs jours. Courage à vous, DP. Revenez-nous vite, surtout. Mais pour en parler, ils sont inamovibles, irremplaçables, toujours présents à chaque fois qu'ils sont sollicités. Et c'est pour moi l'occasion également de leur témoigner la gratitude du groupe Ton Super de façon générale, ou du moins For You Media Africa. Chez Hello Lawson, vous êtes à Manitoba au Canada. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère et ami Nguéné, merci d'être toujours debout sur les cales, portant le flambeau de For You Media pour pouvoir porter toujours cette détermination, n'est-ce pas, des médias panafricains pour donner leur juste le décryptage du point de vue panafricain sur l'actualité africaine et l'actualité géopolitique dans le monde. Merci pour être toujours comme un soldat, une sentinelle qui veille au grain sur ce combat panafricain. Je salue toute votre équipe et également le doyen Parfendom pour ce courage, cette détermination à toujours être au fond. Merci pour votre invitation et vous comprendrez alors toujours que je me sacrifierai à cet exercice de réclamer la libération des prisonniers politiques togolais. Nous avons une veuve, Madame Agba, qui souffre de cancer, qui est revenue pour les funérailles de son mari décédé en exil, mais que Fonya Singbe, dans sa cruauté, a jeté encore en prison et on ne sait pas pourquoi. Alors, nous réclamons la libération de Madame Agba
également de Léla Traoré, une dame également qui depuis 6 ans souffre de maladies cardiaques, mais aussi qui est retenue pour avoir participé à une manifestation. Et enfin, le comble du comble, M. Affectio, qui a publié tout simplement un poème qui a fait de la poésie sur Facebook en demandant aux Togolais de faire leur part. Et ce monsieur a été arrêté, Manu Militari jeté en prison. Le Togo marche sur la tête. Il faut que les panafricains élèvent la voix pour dire stop à Afroda Singbe, qui, après 20 ans de pouvoir, se permet de tripatouiller encore la constitution togolaise pour s'imposer ad vieternam. Peuple africain, le moment est venu de dire non à ce monsieur. Merci pour votre invitation. Merci à vous, chez Lawson. Alors, à nos côtés, Patient Parfendom est avec nous. Merci à vous, doyen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, le prince de Matombe. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, à toute la grande galaxie panafricaine, à mon frère ami chez Lawson, qui est comme cette voix qui crie dans le désert. Nous espérons qu'un jour les autorités togolaises prendront conscience du fait que l'Afrique, regarde, me disait, cet embastillement du peuple togolais, cette violence qui s'abat sur ce peuple qu'on prétend aimer et diriger, je crois que cela n'a que trop duré et que les pères du président Gnassingbé Faure et Gnassingbé Yadima doivent à leur tour aussi faire quelque chose pour arrêter ce cycle infernal de cette violence qui s'abat sur le peuple togolais. À nos techniciens, je dis tout mon respect et beaucoup de courage pour le travail que vous abattez. À mon jeune frère, ami et complice de toujours, le pasteur André Christel Fanga, beaucoup de courage dans la maladie. Je sais qu'au-delà des prières, il recevra des soins médicaux appropriés. Bon, je crois que ce n'est pas... il n'est pas encore au niveau de son complice, monsieur le pape, de côté de Rome. Mais bon, donc il comprendra très bien qu'il a intérêt à bien se soigner et à se reposer pour nous revenir avec encore beaucoup plus d'entrain et de force. Le monde, il est ce qu'il est, mais c'est comme ça. L'Afrique doit s'inscrire dans cette dynamique-là. Je récupère quand même un de mes livres que je t'ai prêté, je le propose aussi. Noam Chomsky, L'ivresse de la force. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive à Trump. Mais c'est pas très éloigné de là. Quand on dit quand même ce qui se passe. De toute façon, quand on est fort, on a tendance à légèrement faire valoir cette qualité ou bien, bon, en fait, cette réalité-là aux autres. Et c'est ce que nous constatons aussi dans le monde. Cela veut dire qu'on a beau être puissant économiquement, si on n'est pas fort, on n'a pas la force militaire qui va avec, la force de dissuasion qui va avec. Je crois que cette puissance ne vaut absolument rien. Et une fois de plus, c'est comme ça depuis l'avènement des grands empires dans le monde. Il est difficile de voir un empire qui est hyper dominant et qui n'abuse pas légèrement de sa force. Merci à vous. C'est un message pour le continent africain aussi. Voilà. Alors, chez Lawson, 55 militaires des forces armées de la RDC condamnés à mort pour fuite devant l'ennemi. C'était le vendredi 28 février dernier par le tribunal militaire de la garnison de Butembo qui siégeait depuis lundi à Mouziédéné, Ita, derrière la ligne de front en direction notamment de Butembo dans le procès en flagrance. La question qu'on se pose d'entrée est celle de savoir, ce jugement peut-il, d'une façon ou d'une autre, rétablir l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo? Il me semble de toute évidence que cette nouvelle mérite qu'on l'analyse, qu'on la décrypte à la hauteur du drame, de la tragédie, je dirais même du génocide qui est imposé au peuple congolais et qui vient encore de se manifester sous cette attaque barbare des forces rebelles qui sont soutenues par le Rwanda et probablement également par l'Ouganda et qui s'inscrit dans une logique depuis une trentaine d'années où on voit cette
perpétuation de la violence occidentale, du capitalisme illibéral qui a voulu faire du Congo, n'est-ce pas, ce chaos capitalistique pour offrir sur le dos des Congolais, en versant leur sang, n'est-ce pas, les minerais nécessaires à l'exploitation, à la domination capitaliste du monde occidental. Mais si on revient aux faits, il me semble que cette situation cache une forme je dirais, d'incohérence, d'incapacité notoire, mais également pose la responsabilité des premiers responsables du Congo. Au lieu de condamner, n'est-ce pas, 55 militaires pour faire quelque part des fusibles, des brebis galeuses, alors que la vraie maladie, la vraie gangrène a des profondeurs, je dirais, abyssales. Je pense qu'il va falloir peut-être d'abord mettre en procès la responsabilité du président Tshisekedi, qui devrait normalement démissionner, parce que c'est sa responsabilité de protéger le Congo, de protéger, si on doit situer les responsabilités, c'est d'abord lui qui doit pouvoir rendre son tablier, parce qu'il a été incapable d'assumer sa mission régalienne, qui consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi il a prêté serment. Donc ici, on voit visiblement qu'il a été incapable, et donc la conséquence, il faut tirer toute la conséquence pour réclamer sa démission. De ce point de vue, il me semble que d'abord, s'il doit y avoir des procès, ça doit d'abord être un procès politique et qui, quelque part, doit pouvoir réclamer, en tout cas en termes de verdict, la démission du président Tshisekedi, qui n'offre que des lamentations, des murs de lamentations sur la tragédie congolaise. Ça, c'est le premier élément qu'il faut d'abord tirer. Le deuxième élément, me semble-t-il, dans une situation d'agression, d'attaque et de guerre, il faut absolument la loi martiale. Il faut donc que ceux qui sont compétents puissent prendre la responsabilité. Donc, de ce point de vue, il me semble que ça doit être les militaires qui doivent pouvoir s'organiser et pouvoir gérer ce pays qui est en guerre, qui est attaqué, qui est en situation d'urgence et donc, naturellement, de loi martiale. Dans ces conditions-là, toutes les mesures doivent être prises en termes de moyens opérationnels, moyens militaires, moyens économiques à la disposition de l'armée pour faire son rôle, ce pourquoi elle est là, c'est-à-dire la protection des biens et la sauvegarde, l'intégrité du territoire. Alors, si ces moyens ne sont pas donnés, mobilisés, n'est-ce pas, au service justement de l'armée pour faire son travail, il me semble que les responsabilités doivent être les responsabilités doivent être établies. Et donc, je ne pense pas que la solution serait de condamner 55 militaires pour avoir fui devant l'ennemi. Où est le rapport de force? Mais on fait quoi dans le cas précis, M. Chédou-Lawson? Pour la solution, la solution n'est pas de condamner ces militaires qui fuient devant l'ennemi, mais l'armée a ceci de particulier. La discipline, c'est la mère des armées. Vous le savez très bien, M. Ché. Et une fois qu'ils se sont engagés, ils s'engagent justement du moins à protéger l'intégrité, ou du moins à restaurer l'intégrité du territoire, à protéger les citoyens congolais ici au péril de leur propre vie. Quand on se retrouve avec des soldats qui fuient les combats, M. Ché, qui parfois même à la limite se livrent à des scènes de pillage et de viol, quelle est l'attitude qu'on devrait avoir vis-à-vis de ces soldats, puisque vous appelez les autorités congolaises à prendre leurs responsabilités? N'est-ce pas une façon pour elles également de prendre ces responsabilités en prononçant ce verdict? Non, M. Nguéné, je m'inscris en faux, c'est du dilatoire, c'est la poudre aux yeux. C'est de la politique politicienne, c'est la petite politique, c'est l'incapacité des autorités qui s'affirment à travers justement cette décision. C'est la béatification de l'impuissance
c'est l'éloge complètement de la faiblesse et ces autorités montrent carrément leur incompétence notoire. Vous voyez, dans des situations d'urgence, il faut prendre les mesures d'urgence. Il ne s'agit pas, lorsque vous n'avez pas été capable de doter l'armée des moyens conséquents, devant un rapport de force, les militaires n'ont pas d'autre choix que de pouvoir sauver leur vie. Il ne s'agit pas ici de fuir en réalité. C'est une question de rapport de force sur le terrain. Vous savez, le secret des militaires, les militaires n'engagent jamais le combat si le rapport de force n'est pas en leur faveur. Le rapport de force, c'est d'abord la capacité opérationnelle. C'est les moyens, c'est la puissance de feu. Les militaires ne sont pas des suicidaires. Hein. Si vous étudiez un tout petit peu la doxa militaire, ils ne sont pas des suicidaires. Et ils ne sont pas des suicidaires, mais ils sont sous un commandement. Tant qu'on ne sonne pas le repli, M. Ché, ils ne doivent pas quitter la ligne de front. M. Ché, je voudrais que nous soyons d'accord sur un point, M. Ché. M. Ché, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Vous le dites si bien. Les militaires ne sont pas des suicidaires, mais ils sont sous un commandement. Tant que le commandement ne sonne pas le repli, ils ne peuvent pas quitter la ligne de front. Nous sommes bien d'accord sur ce point. Oui, mais quand on a vu comment les officiers qui sont capables d'encadrer les troupes, qu'est-ce que c'est ces officiers? Ils sont les premiers à fuir d'une certaine manière. Donc, vous comprenez que quand vous convoquez, je dirais, la nomenclatura même de l'armée congolaise, vous voyez, il faut d'abord la façon, je dirais, la hiérarchie de cette armée. L'infiltration de cette armée par des officiers, ou du moins des officiers rwandais, quand vous voyez les moyens militaires qui sont à leur disposition, quand vous voyez la stratégie, l'autonomie stratégique de cette armée et la capacité de projection et également la puissance de feu en termes de combat, vous comprenez que la responsabilité n'est pas au niveau de ces pauvres militaires qui, face au rapport de force, veulent sauver leur vie. Alors, quand on met le focus sur eux, on est en train complètement de mettre dans l'angle mort la responsabilité de ce qui devrait non seulement doter cette armée de capacités militaires, de formation nécessaire pour faire la différence sur le terrain. Donc, c'est le procès de l'armée congolaise qui est mis sur le tapis. Et ce procès donc renvoie à des responsabilités. Et ces responsabilités sont assumées par le premier, le premier chef d'état-major, qui est le président Tshisekedi, et son gouvernement. L'armée dépend justement des premiers responsables du pays. C'est ce que dit la Constitution. Donc vous comprenez alors que le procès de ces 55 militaires qui, bien évidemment, ont fui devant le combat, renvoie justement aux responsabilités des politiques et des officiers de cette armée qui n'ont pas su protéger le pays, préparer l'armée à une guerre d'intensité. Et si on fait un parallèle avec les pays de l'AES, notamment les FAMA ou encore l'armée burkinabé, on voit qu'il y a que les mesures n'ont pas été prises justement sur le plan opérationnel, sur le plan technologique, mais aussi sur le plan de l'armement, de capacité de la formation nécessaire pour faire face à la petite armée rwandaise. Bien qu'elle a une historique de guerre, néanmoins, le Congo dispose des capacités exponentielles, plus que le Rwanda, pour ne pas fuir devant cette armée. Donc il y a de vrais enjeux, mais cet enjeu aussi renvoie, n'est-ce pas, aux parrains, c'est-à-dire à l'Union européenne, à la Belgique, aux États-Unis, au système capitaliste occidental qui ne veut pas que l'armée congolaise ait une puissance de feu capable de mettre en difficulté l'architecture d'exploitation capitaliste qu'ils ont mis en place. Donc, ce n'est pas, de mon point de vue, faire le procès de ces 5 malheureux militaires qui veulent, 55, visant sauver leur vie, pose fondamentalement
une équation qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je serais d'accord avec ce procès si le motif, n'est-ce pas, de condamnation est la trahison, c'est-à-dire ils sont en intelligence avec l'ennemi. De ce point de vue, là, clairement, on peut poser leur responsabilité. Mais si c'est une question de fuir devant le rapport de force qui fait que vous n'avez que le choix de vous sacrifier ou de sauver votre vie, tout être humain, et c'est encore plus prégnant auprès des militaires, quand le rapport de force est défavorable, ils cherchent soit à fuir, soit à sauver leur vie ou à capituler. Donc c'est me semble-t-il, tout à fait logique. Alors ceux qui veulent les instrumentaliser en faisant un procès, c'est eux, normalement, qui devaient se retrouver devant la cour martiale ou encore devant le tribunal du peuple. Le peuple congolais doit leur demander des comptes. Comment se fait-il qu'avec les moyens que vous disposez, la promesse que vous avez faite devant Dieu, devant la Constitution, devant le peuple, vous avez été incapable de nous protéger, de nous doter des moyens conséquents pour éliminer la menace ou en tout cas dissuader les agressions? C'est le vrai procès, me semble-t-il, qu'on doit poser. Et ça, Tshisekedi doit rendre son tablier parce qu'il a été incapable de protéger le peuple congolais. Est-ce un faux procès qu'on fait aux 55 militaires, puisqu'on parle de 55 condamnés à la peine capitale, mais ils sont au total 66 militaires qui ont été jugés. Parce que si je reviens sur mes notes, avec le concours de nos confrères d'actualité CD, il est mentionné qu'au terme de 5 jours d'audience, le tribunal les a reconnus coupables de lâcheté devant l'ennemi, le M23, pour s'être retrouvés loin de leurs unités engagées sur la ligne de front dans le Lubero. Parmi les condamnés, nombreux avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient notamment de fuir les rebelles qui occupaient des villages. D'autres encore ont été reconnus coupables de pillage, viol, meurtre et assassinat. Sur les 66 militaires jugés, au-delà des 55 condamnés à mort, 2 ont écopé de 2 ans de servitude pénale, un autre de 5 ans et un acquittement. Le tribunal s'est par ailleurs déclaré incompétent pour juger 6 prévenus présentés en procédure de flagrance alors qu'ils avaient été arrêtés des mois plus tôt, en décembre 2024. Patient Parfum d'Homme, est-ce un faux procès qu'on fait à ces 55 militaires condamnés pourtant à la peine capitale? Pour Chelou Lawson, on devrait chercher les causes même qui ont poussé ces derniers à fuir la ligne de front, au lieu de prendre des décisions aussi radicales comme celle de la peine capitale. Si on s'en tient aux déclarations de la justice militaire congolaise elle-même, la conclusion qu'on peut facilement tirer, c'est que le Congo n'a pas d'armée. Et pourquoi le Congo n'a pas d'armée? Le Congo n'a pas d'armée parce que les autorités politiques ont été incapables, ont failli à doter le Congo d'une véritable armée patriotique, prête à défendre le pays pour ne pas céder un seul pouce de son territoire à qui que ce soit. C'est un échec des dirigeants politiques du Congo. Parce que tout ce qui a été évoqué là comme raison fait un peu sourire pour les gens qui ont un peu étudié les questions militaires, comme je le tentais de le dire tout à l'heure. Deuxièmement, on a l'impression que les gens sont arrivés au pouvoir et ils n'ont pas identifié les menaces probables pour la nation congolaise et ont envisagé des solutions pour tenter d'endiguer ces menaces probables. Ils n'ont rien fait. Conséquence, ils ont été incapables de bâtir une véritable armée en capacité de juguler, n'est-ce pas, ces menaces-là. Et ça pose le problème que nous avons là aujourd'hui. Mais est-ce que ça justifie le fait que des militaires qui se sont engagés à... C'est vous qui les appelez les militaires, hein. Vous comptez les appeler les militaires, là, je ne sais pas très bien. On doit les appeler comment? Je ne sais pas comment les appeler. Parce que bon, cette armée congolaise, on ne le dira jamais assez, elle est aussi composée des espèces de miliciens qui ont d'ailleurs combattu l'armée et qui ont été après intégrés au sein de l'armée. Quels sont les rudiments? Quels sont les rudiments de formation, à la fois politique, idéologique et patriotique, qui leur ont été assénés pour pouvoir, même dans les cas de détresse, comme, parce que je suis tout à fait d'accord avec Chelou, un militaire, ce n'est pas un junkie qui va à la mort parce qu'il aime la mort. Un militaire, c'est quelqu'un qui doit se battre avec des conditions qui lui permettent justement de sortir vainqueur
de l'adversité qui lui est imposée. Mais là, on a l'impression que des gars, face à la puissance de feu de l'ennemi, même des choses qu'on apprend dans les formations militaires, c'est-à-dire qu'un repli ordonné, ils sont incapables de procéder à un repli ordonné de leurs troupes. Au contraire, ça devient le sauve-qui-peut. Et surtout, ceux qui devaient être là dans l'encadrement des hommes de troupes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se livrent à des pillages, à des viols. C'est vous qui le dites, hein, dans tout ce que vous avez énoncé là tout à l'heure. C'est ça une armée. C'est le verdict qui a été rendu. Mais ce n'est pas une armée. Donc on n'a pas une armée. Pour viol, pour pillage, voilà. Pour assassinat. Donc ce n'est pas une armée. Nous avons tout sauf une armée. Une armée avec des militaires bien formés, conscients de leur rôle. C'est leur boulot, c'est le sacerdoce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, à la nation. Ils sont prêts à donner leur vie, ils sont prêts à mourir, mais en étant sûrs que l'encadrement, les moyens, le renseignement et tout ont été mis à leur disposition, mais que là, peut-être sur un coup, l'armée a été plus puissante que là. Moi, je vous parle toujours de la guerre que notre armée, l'armée camerounaise, a livrée contre les rebelles de Boko Haram. C'était très difficile au départ. Mais parce que les jeunes soldats qui étaient envoyés au front avaient conscience qu'ils se battaient pour le Cameroun. Beaucoup sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Je veux pas de mon neveu qui est mort dans cette affaire-là. Puis moi, je n'ai jamais oublié. Alors, c'est vous dire que cette armée congolaise dont j'entends les gens vanter ici, dire on va faire une mobilisation de 1000 personnes, ça pose problème. Deuxièmement, il faut aussi voir qu'on dit le poisson pourri par la tête. Quelle est l'attitude des hauts gradés même de l'armée congolaise? On voit des gens, des généraux qui s'enrichissent. Ils sont à Kinshasa, ils font des business. Ils font même des business de ces minéraux dont tout le monde crie que le Rwanda vole. Ils sont dedans, vous le savez. Il y a des documents. Alors, comment vous voulez que le pauvre gars qui est commandant de troupes, lui accepte d'aller à la mort alors qu'il voit ses supérieurs loin et souvent même qu'il négocie avec des trafiquants de ces minéraux de toutes parts? Et non, il y a un problème de coordination, de discipline, de structure même militaire de cette armée, du point de vue de la qualité qui pose problème. Maintenant, il y a les politiques qui sont à Kinshasa et qui sont un peu partout là, les gouverneurs nommés, qui sont obèses 1 milliard de fois. Un pays comme le Congo devait avoir pour décision absolue l'obligation de tous les jeunes à partir de 18 ans de faire la formation militaire. Une formation militaire et patriotique. Les Congolais, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont un pays béni des dieux, on dit c'est un scandale géologique de Congo, ils devaient bien comprendre que pour protéger les richesses, chaque Congolais devait être le gardien de cette richesse. Mais pour que cela soit possible, il fallait donc que ces gens-là aient des rudiments de ce qu'on appelle le maniement des armes. Je vous ai dit que hier, encore dimanche, je vous disais, moi j'étais par exemple dans un pays comme l'Angola. Oui. En Angola, pratiquement tout le monde est passé par la formation militaire. Pratiquement. Et j'ai le temps de vous raconter l'histoire de la chute de Savimbi, alors que l'armée angolaise officielle était cantonnée par l'ONU dans des camps. Mais ce sont ceux qui pensaient être de simples citoyens qui leur ont apporté la République, parce que tous étaient des militaires à la base. Donc, cette affaire-là pose un autre type de problème de l'identification des menaces, l'identification des enjeux et des solutions qu'on essaie de dessiner pour être capable d'endiguer ces menaces-là. Et maintenant, l'autre problème, c'est que vous voyez bien que c'est une guerre congolo-congolaise. Parce que moi, il me souvient qu'on a déjà, ce n'est pas la première fois que les militaires congolais sont jugés. Il y a des militaires congolais qui ont été jugés ici. On leur a dit, mais pourquoi vous avez refusé de continuer le combat? Ils disent qu'ils ne peuvent pas combattre contre leurs propres frères. Ils l'ont dit ouvertement qu'ils ne peuvent pas faire le coup de feu contre leurs frères. Donc ça pose un autre problème de politique à résoudre dans le fond. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette guerre-là, elle ne va pas se résoudre par les armes. Ce n'est pas le biais du dialogue que cette guerre-là va se résoudre. Parce qu'au moment où on continue de faire des condamnations, de montrer les muscles, à Kinshasa, c'est comme si vous avez une armée d'esclaves qui sont obligés de répondre aux injonctions des politiques, qui ne font aucun effort pour justement donner l'impression qu'eux aussi se sacrifient,
se donne vraiment en holocauste, si je peux le dire ainsi, pour que le pays soit protégé et pour que les sacrifices soient partagés au niveau de tout le monde. Donc, si d'un côté, on a l'impression qu'il y a des hommes avec leurs enfants qui mènent une vie de cocagne dans les grandes capitales du pays, et que de l'autre côté, ce sont de pauvres gueux parce que soi-disant ils ont une tenue militaire et une arme. Souvent qu'on monte contre leurs propres frères qui sont obligés d'aller, n'est-ce pas, au hachoir à viande, n'est-ce pas, ou bien, je ne sais pas, faire valoir de chair à canon. Je crois que seulement ce procès est un indicateur de la qualité de l'armée que le Congo a, de type de problème que traverse cette armée, mais surtout de la faillite terrible de leadership congolais à la tête de l'État du Congo, qui ne comprend pas toujours, qui a été incapable d'analyser ce qui se passe, de tirer les leçons de ce qu'il faut faire, mais surtout d'apporter des solutions adéquates dans le cadre de la construction d'une véritable armée nationale et patriotique au service des Congolais. Au contraire, la plupart des officiers supérieurs, des généraux, on profite de cette guerre-là pour pouvoir s'enrichir de manière orientée, et ça ne passe pas. Les militaires, les hommes de troupes ne sont pas du tout aveugles, ils voient très bien qu'ils servent tout simplement de prétexte à certains de continuer cette guerre-là, et eux, ils peuvent mourir sans revoir leurs parents, leurs enfants et leurs épouses plus tard. Je crois que c'est ça qui justifie ce délitement de l'engagement professionnel de ces militaires-là. Malheureusement, c'est la réalité. Cette armée congolaise, dont beaucoup nous donnent l'impression aussi aujourd'hui qu'elle existe, c'est une preuve encore de plus qu'il y a de véritables problèmes au sein de cette armée congolaise. Tant que ces problèmes ne seront pas réglés, dans le fond, on va continuer à assister à ce type de situation malheureuse, n'est-ce pas, pour ceux qui ont décidé de prendre la défense du pays en main. Merci à vous. Et revenant sur les initiatives qui sont prises, rappelons que le gouvernement congolais a lancé la campagne Téléma pour un front uni. La première ministre de la République démocratique du Congo a lancé le week-end dernier, lors d'une cérémonie à Kinshasa, la campagne pour un front populaire dénommé Congolais Téléma, pour exhorter justement les Congolais de tous bords à se lever contre l'agression rwandaise dans la partie est du pays. En guise d'exemple, Judith Subinia a fait savoir qu'au cours de cette cérémonie, les membres du gouvernement congolais ont contribué à hauteur de 1 milliard 200 et 1 million 300 000 francs congolais pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front dans le cadre justement de l'effort de guerre. Et si l'une des solutions était justement cet effort de guerre patient par fin d'homme, peut-être avant que vous ne vous prononciez, je voudrais que nous prenions tout d'abord cet élément avec le concours de la réalisation. Au début du mois de janvier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait ordonné au gouvernement de prendre des mesures strictes de réduction des dépenses publiques afin de soutenir l'effort de guerre. Un mois plus tard, la première enveloppe est présentée à la presse et aux citoyens par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, à l'occasion du lancement officiel de la campagne Congolais Téléma, une initiative de mobilisation générale pour faire face aux attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Dans son discours, la chef du gouvernement a souligné que ce soutien financier n'était qu'un premier pas et que d'autres actions suivraient dans ce sens. Dans nos revenus, chacun de nous, comme membre du gouvernement, a apporté sa contribution. Et le premier chèque réuni est de 1 milliard 201 300 000 francs congolais que nous avons versé au compte nouvellement créé par le ministère des Finances pour soutenir l'effort de guerre. Chacun de nous peut apporter sa contribution. C'est le premier pas fait par nous, membres du gouvernement, et ce n'est pas le dernier geste. L'aide financière n'est pas la seule mesure prise par le gouvernement congolais pour mobiliser le peuple et renforcer sa défense. Ce samedi, 8000 membres de la garde républicaine ont participé à la marche de l'endurance à Kinshasa en défilant sur les principales artères de la ville. Cette marche vise non seulement à renforcer la préparation militaire de la RDC, mais aussi à montrer aux citoyens que les forces armées sont prêtes à tout scénario. Le général de division Kaby Ephraim, commandant de la garde républicaine, s'est adressé aux troupes, exhortant les soldats à rester concentrés et investis dans leur mission.
Ne cédez pas aux actes de démoralisation. Renforcez la cohésion et l'amour du prochain. Soyez solidaires avec vos frères d'armes engagés sur le front contre l'ennemi. Le M23 continue son expansion dans les provinces du Nord et du Sud Kivu avec le soutien du Rwanda. Malgré les efforts de la communauté internationale et des organisations régionales pour mettre fin au conflit, la situation demeure alarmante. Parmi les dernières mesures prises, on note la décision de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, d'installer son quartier général à Beni, dans l'est du pays, après la prise de Goma par le M23. Évariste Somo, le gouverneur du Nord Kivu, estime que cette mesure renforcera la sécurité de la population. La présence d'une autorité aussi importante des Nations Unies ici à Beni, dans ce contexte, témoigne du rôle stratégique de la MONUSCO. La mission reste un partenaire clé, non seulement pour la République démocratique du Congo en général, mais aussi pour la province du Nord Kivu en particulier. Le quartier général de la force de la MONUSCO sera temporairement basé à Beni, un atout majeur qui renforcera la collaboration entre nos forces et les Nations Unies, notamment en matière de sécurisation de la population et d'appui humanitaire et social. Toutefois, les habitants de cette région doutent de l'efficacité de cette relocalisation de la MONUSCO. Elle, qui n'a pas été en mesure de protéger les civils à Goma, tout comme à Beni 10 ans auparavant contre les forces de défense alliées. Ce qui soulève des questions sur les initiatives actuelles de l'organisation et sur leur efficacité. Jusqu'à maintenant, toutes les tentatives de médiation ont échoué et n'ont abouti qu'à des trêves de courte durée. Alors, 3 mesures fortes prises, M. Shea Lawson. Tout à l'heure, vous parliez de cette crise de leadership, estimant que c'était un faux procès qu'on faisait aux 66 militaires arrêtés du côté de la République démocratique du Congo. Mais là, le gouvernement semble prendre ses responsabilités. On parle tout de même de ce camp d'opération de la MONUSCO qui sera installé à Beni pour la protection des citoyens congolais. Il y a cette marche de solidarité qui a été effectuée du côté de Kinshasa, la capitale la plus démocratique du Congo. Mais plus important encore, on revient sur cet effort de guerre. On parle de la campagne dénommée Congolais Téléma. Le gouvernement, ou du moins les membres du gouvernement, se sont déjà engagés et ont montré l'exemple. Plus de 1 milliard de francs congolais déjà collectés en guise d'effort de guerre pour soutenir les FARDC déployés sur le terrain. C'est vrai qu'il y a cette crise de leadership, mais que valent justement ces mesures chez Lawson prises de façon individuelle, citées dans cet élément? Toute évidence, le peuple congolais est agressé, est attaqué. Il se mobilise et il faut féliciter ce peuple-là. Il y a des patriotes congolais qui se mobilisent pour défendre leur pays et il faut donc saluer ces efforts. Mais il me semble que ça vient trop tard et trop peu, dans la mesure où je reviens sur des interrogations et aussi la capacité, n'est-ce pas, de gouverner, de se projeter. Gouverner, c'est prévoir, de se projeter dans le futur, comme l'a dit tout à l'heure un parfum d'homme, d'identifier les menaces et de doter le pays des moyens conséquents, adéquats pour y faire face. Je me rappelle encore de déclarations du président Tshisekedi qui disait au cours de la campagne qu'il va réunir les 2 chambres et déclarer la guerre au Rwanda. Il a dit plusieurs fois. Alors sur quoi il se basait? Lui qui est le chef d'état-major, le chef des armées, vous voyez, congolaise. Il est le premier responsable de l'armée congolaise. Alors, c'est sur quoi il se basait pour faire cette déclaration s'il savait que ces troupes ne sont pas en mesure ou n'ont pas cette capacité de faire face à la menace. Donc, on voit ici complètement de l'irresponsabilité, des déclarations politiques et ces mesurettes qui sont en train d'être prises aujourd'hui me semblent tout simplement être de la poudre aux yeux. L'autre élément aussi où il me semble qu'il s'est lourdement trompé, c'est les accords. Il a cru par exemple que les États-Unis devaient venir à son secours, que la Belgique, la France, l'Union européenne, on l'a vu
n'est-ce pas, partout se promener, même au niveau des pays européens, solliciter des appuis, etc. Alors que c'est l'Union européenne qui signe un accord privilégié avec le Rwanda sur l'approvisionnement des minerais, des terres rares. Donc on voit ici que nous sommes dans un jeu de dupes où ceux qui sont supposés aider le Congo, protéger le Congo, sont derrière, n'est-ce pas, cette guerre qu'on a imposée au peuple congolais. Donc, de toute évidence, les mesures qu'il fallait pour protéger ce pays aussi riche, qui dispose des moyens adéquats, n'ont pas été prises. Il faut associer à cela cette forme de bourgeoisie comprador, ceux qui s'allient, parmi lesquels les généraux, les militaires, les politiciens, avec ceux qui exploitent, ces multinationales qui exploitent le pays, de façon à ce que la corruption a gangréné toute la structure, qui ne permet pas de lever, n'est-ce pas, l'énergie, la force nécessaire pour protéger ce pays. Donc, de toute évidence, il me semble, étant donné que le poisson pourrit par la tête, il va falloir faire des changements importants, structurels. Il faut aller vers des ruptures ontologiques, des ruptures stratégiques et pouvoir orienter le Congo vers une forme de conscience des éléments de puissance, puisque le Congo est au cœur de l'Afrique. Et non seulement c'est le Congo, mais c'est toute la région, c'est toute l'Afrique qu'il va falloir repenser et revisiter les thèses de Lumumba et de voir un peu comment déconstruire toute cette architecture qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter, n'est-ce pas, à 1884, novembre 1884, pour voir qu'autour de Bismarck, la question qui était sur la table, c'était la question du Congo, puisque le roi belge l'a revendiqué comme une propriété privée personnelle, et on le lui a accordé. Et c'est plus tard qu'il a retrocédé à la Belgique. Mais c'est plusieurs Congolais, plus d'1 million, selon les historiens, qui ont été tués pour la construction, par exemple, du chemin de fer Congo-Océan. C'est plusieurs Congolais qui ont été génocidés à cause du caoutchouc et tout ça qui était je dirais l'élément, la ressource nécessaire au début de la révolution industrielle pour les voitures, pour les pneus. Donc vous comprendrez alors que la tragédie congolaise remonte très loin et a des ramifications au niveau justement de l'impérialisme occidental, et ces accords demeurent aujourd'hui puisque le Congo reste une zone d'influence des États-Unis, et c'est les États-Unis qui font la pluie et le beau temps. Donc la question aujourd'hui, c'est d'aller reposer le problème congolais, mais dans le repositionnement, la reconfiguration de la géopolitique mondiale, voyez, et avec des alliés comme la Russie, reposer la question congolaise et donc la question de l'Afrique pour pouvoir essayer de désintégrer ces liens d'influence qui empêchent, n'est-ce pas, non seulement le développement de l'Afrique, mais aussi qu'on maintienne l'Afrique comme zone d'exploitation de ressources importantes pour l'économie mondiale. Surtout que nous sommes en train de faire une transition, nous sommes dans le déplacement des plaques tectoniques d'une économie qui est basée beaucoup plus sur le pétrole vers des économies décarbonées, et donc des minerais importants comme les terres rares vont être absolument utilisés pour les voitures électriques, pour l'industrie militaro, les complexes industriels militaires, avec les drones et tout ça. Donc nous sommes en train de changer de cap, de faire une forme de transformation technologique et économique, une forme de rupture avec le mode de fonctionnement depuis la révolution industrielle. Et donc, il faudrait que l'Afrique retrouve sa place. Et pour que l'Afrique retrouve sa place, la question du Congo doit être reposée fondamentalement dans les grandes rencontres. Par exemple, la rencontre qui se prépare entre le président Trump et Vladimir Poutine sur la redéfinition du monde. Il va falloir que cette question, cet agenda soit posé clairement.
Sinon, eh bien, on va toujours revivre, on est dans le bis repetita, et c'est des Africains qui vont mourir, qui sont en train de saigner, comme ça a été le cas depuis les 600 dernières années en termes d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Donc la question congolaise est très, très importante, non seulement pour le pays, mais pour l'Afrique et la sécurité de la région, pour éviter cette guerre qui, en réalité, ne sont pas des guerres idéologiques. Ce n'est même pas des guerres, je dirais, religieuses ou des guerres qui ont une certaine vision. C'est juste des guerres de proxy, des guerres sur les intérêts. Donc, quelque part, c'est des guerres complètement inutiles. Il y a des solutions à apporter, s'il s'agit de comment répartir les ressources ou encore créer des projets structurants qui puissent irriguer toute la région. Un barrage, par exemple, eh bien, c'est toute la région qui va en profiter. Des grandes terres agricoles, la mécanisation de l'agriculture, ben c'est toute la région qui va en profiter. Vous voyez, donc, il y a des projets structurants de développement qui vont profiter à l'ensemble de la région et qui font en sorte que la richesse va être partagée d'une certaine façon et qui va élever le niveau de vie. Mais si on est encore dans ces cloisonnements issus des zones d'influence et donc de toujours d'être dans cette économie capitalistique qui consiste à tuer, à blesser, à génocider pour avoir les ressources gratuitement, pour profiter à un centre capitaliste, ben c'est toujours les Africains qui vont mourir et qui vont toujours payer le prix et qui va toujours renforcer le racisme, c'est-à-dire cette hiérarchisation des Africains vers la queue de peloton où on subit toutes sortes de formes de discrimination à cause de la couleur de notre peau, alors que fondamentalement, nous sommes les hommes les plus intelligents, les plus riches, puisque Dieu a voulu que l'histoire de l'humanité commence par l'Afrique et l'avenir également de l'humanité est encore en Afrique. Donc, de ce point de vue, nous semble avoir des leaders qui se projettent dans un futur assez structuré et proposer des solutions qui sortent un peu de l'ornière de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Merci à vous, Chelou Lawson. Alors, patient parfum d'homme, que valent ces mesures? Chelou les qualifie de mesurettes. Est-ce le même avis que vous partagez d'une façon ou d'une autre, patient parfum d'homme? Oui, vous savez, la structuration du pouvoir en temps de paix ne peut pas être le même qu'en temps de guerre. Nous avons les gens qui sont assis à Kinshasa, qui décident de quelque chose qui les échappe complètement. Ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. La guerre, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Le tout n'est pas de procéder à des quêtes des espèces de télérama, mais pour engranger de l'argent, acheter des armes. Vous avez vu dans les images que vous avez montrées, une partie des armes qui ont été achetées à l'armée congolaise, mais ils les ont abandonnées, ces armes-là. Il y a des caisses de munitions, des roquettes, des machins, ils les ont abandonnées aux rebelles de M23 qui semblent beaucoup de difficultés. On les ont pris pour renforcer leur arsenal. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, ce n'est pas de dire nous sommes en train de faire des efforts. Et une armée ne se construit pas comme ça. Une armée ne se construit pas comme ça. Il y a d'abord la question même psychologique qu'on doit aborder c'est quoi être Congolais aujourd'hui pour les Congolais eux-mêmes. C'est quoi être Congolais? Le Congo, c'est très grand. Il ne suffit pas de dire le peuple congolais est menacé, mais tout le monde au Congo ne voit pas l'affaire comme ça. Tout le monde, dans l'Ituri, la province qui est tout juste au-dessus de Kivu, est-ce que vous savez qu'il y a des forces ougandaises là-bas? Avec l'accord du gouvernement de Kinshasa. Et là encore, récemment, l'Ouganda a encore renforcé sa présence. Parce qu'il y a, je crois, une histoire de code, quelque chose comme ça, qui est une organisation qui a encore assassiné des gens
dont le Rwanda estime qu'ils sont d'origine rwandaise et qu'il est hors de question qu'ils soient massacrés. L'armée rwandaise est à l'intérieur oui, on parle du déploiement des troupes ougandaises. Ils se sont déjà renforcés. Non, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on renforce seulement leur présence. Oui, on renforce justement. Ils sont déjà là. Bon, premièrement. Deuxièmement, il faut du temps, il faut une projection, il faut une vision, il faut un plan, une discipline, et on vous dit, je n'ai pas une armée, je vais me bâtir une armée. Pourquoi c'est capable de répondre aux défis sécuritaires de mon pays. Si vous n'avez pas encore cette armée, vous ne l'improvisez pas, parce que vous êtes attaqué. C'est pour ça que moi je dis... Vous parlez d'improvisation, patient parfait. Mais c'est de l'improvisation. On lance un fonds pour récolter des fonds afin de soutenir. N'est-ce pas une façon également de permettre aux citoyens, aux Congolais de s'identifier en contribuant dans cet effort de guerre, patient parfait d'homme? Les politiques congolais eux-mêmes... fait ailleurs, hein, les politiques... Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas la même chose. Les politiques congolais eux-mêmes, ils ont... Comment dire ça? Ils sont divisés totalement. Ils ne sont pas tous d'accord. C'est ce qu'on appelle le consensus républicain. Il n'existe pas au Congo. Il faut faire très attention. C'est pour ça que moi j'avais proposé, et les gens font semblant de ne pas comprendre. On dit oui, il aime tout le temps négocier. J'ai dit oui. Quand vous n'êtes pas fort, que le rapport de force n'est pas en votre faveur, qu'est-ce que vous faites? Vous négociez. Qu'est-ce que Trump est en train de faire? Il a constaté que les États-Unis, accompagnés par des bras cassés que sont les États européens, ont perdu la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'il fait? Il négocie. Il se donne une respiration. Le temps de tenter de rabibocher ce qu'il peut rabibocher pour redonner, pour faire redémarrer la machine américaine. Mais vous n'êtes pas en train de perdre. Vous n'avez aucune solution. Sheryl Lawson a énoncé qu'un certain nombre de pays qui lui ont promis de l'aide, bon, là encore, c'est discutable. Mais même eux, tout le monde s'est retourné contre lui. Ou bien personne ne vient en aide à Kinshasa. Ce n'est pas à ce moment que vous continuez comme un va-t-en-guerre. Oui, on va mobiliser, on va acheter les armes. Non, ce n'est pas comme moi. Je crois que tactiquement, ce que l'État congolais aurait dû faire, c'est d'accepter les conclusions des réunions de la SADC et de l'UAC. Mais en se disant, je mets ce temps à profit, le temps de calmer les jeux, arrêter le cycle des morts, mais pour mettre ce temps à profit pour enfin bâtir une véritable armée nationale. Voilà, toutes ces missions que vous voyez là. C'est le M23 qui les a récupérées. Hein? C'est le M23 qui les a récupérées. C'est une fortune. Donc, ce n'est pas un jeu, ces histoires-là. Ça ne se décrète pas, la formation d'une armée. L'âme patriotique, il faut d'abord que les gens est une formation politico-idéologique qui leur permet de dire nous sommes prêts à aller défendre le pays. Ce n'est pas encore le cas au Congo. Mais ça prendra du temps, patient parfait. Ce que vous dites là, ce sont des solutions à long terme. Mais nous sommes au deuxième mandat de Tshisekedi. On a besoin de solutions urgentes, oui, donc, la solution immédiate, c'est la négociation. Il faut contribuer également. C'est la négociation. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux qui ne va rien résoudre. Des fonctionnaires qui sont à Kinshasa, qui se donnent bonne conscience d'avoir un peu grappillé dans leur budget pour donner un peu. Ça ne va pas résoudre le problème, vous verrez, non? Nous sommes là, vous allez voir le fait que cela aura, les résultats que cela va produire. Rien du tout. Donc, je continue de vous dire que la solution actuellement, c'était de dire on négocie le temps de faire endormir, d'obtenir un temps mort, si on peut l'appeler ainsi, et de permettre, maintenant qu'on a, au moins cette fois-ci, on a été touché dans sa chair, on se rend compte de la difficulté dont nous sommes obligés de faire face, et à ce moment, commencer patiemment, méthodiquement, à mettre en place une véritable armée républicaine capable de protéger les hommes et les biens et les territoires congolais. Pour l'instant, excusez-moi de vous le dire, tout ça, ce montage de briques et de brocs qui est en train d'être fait là, c'est pour se donner bonne conscience, c'est pour donner l'impression à l'opinion. Si vous n'êtes pas un peu dur, patient parfait. Mais il faut être dur. Il faut être dur avec ces autorités. Mais elles ont échoué. Négocier avec des groupes armés. Je dis, non, mais surtout qui c'est n'importe quoi. Trouver des solutions aujourd'hui afin justement de calmer la situation. C'est pas intelligent. C'est comme Zelensky à la Maison Blanche. Tu n'as aucune carte, mais c'est toi qui veux gronder le plus fort.
dans le bureau, on dit que, ok, comme tu peux, vas-y. Vous vous souvenez ce que et Trump a dit à Ken Steinmeier, est-ce que je te laisse seul, tu peux affronter la Russie? Le gars a commencé à balbutier. Il sait qu'il ne peut pas. Donc quand vous ne pouvez pas, monsieur, vous faites profil bas. Vous négociez. Ça veut dire que vous dites, ok, là maintenant je ne peux pas, mais il faut que je me prépare pour que demain je sois capable. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, ça va être une éternelle fuite en avant. Avec on a fait, mais nous sommes là, les jours ne font que passer, le M23 ne fait qu'avancer, on ne voit pas en quoi et comment. D'ailleurs, c'est dans votre camp que vous commencez maintenant à passer le coup de sabre. On ne voit pas comment, dans cette atmosphère-là, on va enfin, on aura un sursaut d'orgueil, de patriotisme des Congolais qui iront enfin marcher sur le M23. Moi, je ne vois pas très bien comment ça va se passer. Nous allons afficher les codes d'accès et nous irons au standard après le premier tour de table sur la deuxième thématique de cette émission du Point sur l'actualité. Nous sommes cette fois au Gabon, où, après mûre réflexion et en réponse aux nombreux appels, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Annonce faite devant de nombreux Gabonais à la Cité de la démocratie dans la capitale Libreville. Motivant sa candidature, Oligui Nguema dit avoir été touché par le Saint-Esprit et affirme avoir pris la décision de faire don de sa personne et à ses compatriotes après mûre réflexion. Donnez-moi la force d'aller plus loin et de faire encore plus, a dit le président candidat, dont la sortie, la déclaration historique coïncide étrangement avec la célébration de son 50e anniversaire. Prenons cet élément qui plante le décor. Avec et après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Ce n'est plus l'ombre d'un doute, Brice Clotaire Oligui Nguema est candidat à la présidentielle gabonaise. Le général de brigade, président de la transition, l'a fait savoir au cours d'un meeting spécial à ciel ouvert, lundi 3 mars, sur le site de la Cité de la démocratie, un acte purement symbolique. Mais bien plus, lorsqu'il déclare sa candidature motivée par une invite du Saint-Esprit, la pluie qui s'abattait arrive à son terme. Ainsi, c'est un monde d'un Gabon en point de renaissance. Poussé par une aspiration profonde de changer la face du pays, le candidat déclaré à la présidentielle du 12 avril 2025 a fait, si besoin en était, une liste non exhaustive de ses réalisations. Aussi, en 18 mois de magistère à la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema et son CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, a procédé à la création de 26 900 emplois à la fonction publique et plus de 12 000 dans le secteur privé. 1969 km de routes à travers le pays ont été construits. L'école et les hôpitaux ne sont pas en reste, avec la construction de 196 salles de classe, le rétablissement des bourses dans les écoles et collèges, la réhabilitation des infrastructures hospitalières. Sur le plan salarial, Brice Clotaire Oligui Nguema a payé le tiers des fonctionnaires et retraités à titre de rappel. Il a procédé au rachat des entreprises pétrolières et de bois, payé par anticipation le rebond de 370 milliards de francs CFA, la dette publique de 7 500 milliards de francs CFA héritée de la précédente administration. Des actions et bien d'autres, à l'instar de l'énergie et autres, qui l'ont amené à se présenter comme un bâtisseur. Par ailleurs, Brice Clotaire Oligui Nguema invente ses mérites sur le plan diplomatique avec la levée des sanctions qui pesaient sur le Gabon au niveau de la CEAC, la communauté des États économiques, reprise la communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais aussi de l'élection d'un Gabonais à la tête de la SECNA depuis 30 ans. Ajoutez à cela son balai diplomatique dans plusieurs pays ainsi que dans plusieurs organisations internationales du monde. S'il est vrai qu'il n'était pas axé sur la voie de la politique lors de sa prise de pouvoir le 30 août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a su jouer sa partition en respectant les instruments juridiques et constitutionnels. Même si sa déclaration de candidature de l'avis de certains pipe l'aider en avance, l'axe emprunté par cet officier supérieur de l'armée gabonaise semble le conduire directement vers le fauteuil présidentiel. Toutefois, rien n'a encore joué, le peuple gabonais devra le confirmer en votant pour lui au soir du 12 avril 2025 comme le président de la 5e République du Gabon. Alors, on le voit sur ces images, la détermination, l'enthousiasme du président gabonais qui dit avoir été touché par le Saint-Esprit et qui veut donner sa personne en sacrifice au peuple gabonais. Alors, le bilan, M. Che Elou Lawson, du général Brice Clotaire Oligui Nguema, nous a été présenté dans cet élément. Du coup, je vous pose cette question avant d'aller au standard prendre le jeune panafricain qui réagit depuis la Côte d'Ivoire.
est-il l'homme qu'il faut à la place qu'il faut chez Lawson? C'est une grande question, M. Nguéné. Est-ce qu'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Il me semble qu'il vaut peut-être laisser cette question aux Gabonais qui peuvent en juger à la suite d'un bilan, n'est-ce pas, qu'il aura présenté à la tête de son pays. Mais ce qui a lieu de dire et qui est important, c'est qu'il a pris le pouvoir par la force sur la base justement des traficotages, de la fraude et du renversement des résultats issus des élections présidentielles. Ce qu'on peut attendre de lui, c'est qu'il assure que, au Gabon, quand il va avoir des élections, que ces élections soient libres, démocratiques et transparentes, et que la volonté des Gabonais soit reconnue dans les urnes et qu'on n'assiste plus à ce système de mafiosie politique et qui, quelque part, a dirigé le Gabon dans une forme de dictature monarchique depuis le Bongo père jusqu'au Bongo fils. Et ça doit être avec beaucoup d'honneur qu'il doit s'engager à des résultats libres et démocratiques. Pour le reste, c'est un film dont le scénario a été écrit d'avance et qu'on savait déjà depuis les balbutiements de la conférence des forces vives du Gabon qui hésitaient sur est-ce qu'il fallait empêcher les membres de la transition de participer à une élection. On avait exclu, je pense, les membres du gouvernement, mais le cas de Oligui était quand même resté assez en suspens. On avait des éléments pour être quand même confiant que sa candidature devait être retenue. L'autre élément, on savait qu'il a été déjà adoubé par Paris. Bien que les autres, qui sont également issus de coup d'État, ont été rejetés, traités de jeunes, lui, il avait le tapis rouge un peu partout où il allait. On savait que le système France-africain l'avait adoubé. Donc, on est juste dans le folklore de la confirmation d'une volonté de faire de lui le président légitime et légal du Gabon. L'essentiel pour nous, c'est de voir qu'il respecte les principes démocratiques, la liberté d'expression et que le Gabon soit vraiment orienté, la politique gabonaise soit orientée vers le bien-être des populations, la redistribution, n'est-ce pas, des ressources du pays de façon équitable, à ce que tous les Gabonais aient un niveau de vie décent, mais aussi une forme de rupture vers des systèmes de monopoly qui font en fait que le Gabon, les ressources du Gabon sont devenues la propriété de la France, des grandes multinationales. Il va falloir une forme de diversification justement pour que le Gabon tire des plus-values, n'est-ce pas, comparables au marché pour permettre des investissements massifs dans le domaine social, dans le domaine économique, mais également dans le domaine de la prospérité et du bien-être de l'ensemble du Gabon. Donc il y a un résultat, il y a un programme, il y a une vision, et il me semble aujourd'hui que la plupart des Gabonais sont de plus, en tout cas majoritairement, se penchent vers cette option, et celui qui présentera cette alternative sera peut-être le prochain président élu du Gabon. J'en appelle donc à l'opposition à trouver également les voies et moyens pour lui apporter la concurrence nécessaire de façon à le pousser à sortir des méandres de la politique politicienne pour offrir aux Gabonais le meilleur qu'il doit attendre en tant que peuple dans un pays béni de Dieu et qui, pendant des années, a été soumis à une forme d'exploitation france-africaine de la France depuis que Léon Mba a voulu faire du Gabon un territoire d'outre-mer que De Gaulle a refusé, mais tout en gardant les mêmes architectures, comme si le Gabon était un territoire d'outre-mer. Le moment est venu, le moment de la révolution panafricaine doit basculer le Gabon progressivement vers le panafricanisme, vers la souveraineté et aussi vers le bien-être des Gabonais, mais de toute la région. Alors, merci à vous pour cette position équilibrée, M. Ché. On a l'impression que vous ne prenez parti ni pour
le général Brice Clotaire Oligui Nguema ni pour l'opposition aujourd'hui, mais vous mettez en avant l'intérêt supérieur d'ailleurs du peuple gabonais. Merci à vous, Monsieur Ché. Nous allons aller au standard et prendre quelques interventions, ou du moins quelques appelants avant de revenir également prendre votre point de vue sur cette candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema arrivé à la tête du Gabon le 30 août 2023. Le jeune panafricaniste, vous réagissez depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Guéné. Bonsoir à vous et bonsoir, cher panel. Bonsoir, l'Afrique. Alors, ce soir, je vais parler du Congo. Alors, avons-nous son Monsieur Guéné, je vous avais dit et je dis encore, M. Guéné, si Félix Tshisekedi est complice, qu'il quitte le pouvoir. Voilà. Ces soldats qu'ils ont condamnés, ces 52 soldats qu'ils ont, 52 ou 55 soldats qu'ils ont condamnés à mort, M. Guéné, ces soldats-là, ils étaient au front. Ils étaient au front. Mais si tu n'as pas âme sur toi, est-ce que tu peux tenir avec lui qui est en face de toi, M. Guéné? Est-ce que ces soldats, ils étaient armés profondément? C'est ça la solution. Est-ce que ces soldats-là, ils étaient armés profondément? Si ces soldats, ils avaient des armes lourdes, ils pouvaient combattre le M23. C'est parce qu'ils n'ont pas d'armes. Moi, je ne peux pas me battre quelqu'un qui a arme. Moi, j'ai un bâton à main, puis quelqu'un qui a un arme, je ne peux pas me battre lui. Le président congolais est en train de juger des gens condamnés à mort. Ces hommes qu'il est en train de juger, ils ont des parents, ils ont des enfants. Ils ont laissé les enfants, les femmes à la maison et ils sont allés au front. Parce qu'ils ont prêté un serment d'être militaires, de combattre pour leur patrie. Mais quand on combat la patrie, on combat avec quoi? On combat avec quoi avec la patrie? C'est avec âme. Mais M. Félix Tshisekedi, il est au Congo, c'est parce que ses enfants ne sont pas dans l'armée qui fait ça. Il faut qu'ils se revoient. Ces 53 militaires, il faut qu'on les libère. Il faut qu'on les libère. Si on les condamne à mort, il faudrait que le Congo se lève pour amener Félix Tshisekedi au pouvoir. Il ne faudrait pas qu'on dise non, c'était des anciens militaires des temps. Non, ce sont des militaires, ils sont allés au front. Ils n'ont pas d'âme. On ne peut pas aller au front avec bras ballants. Ils n'ont pas d'âme. Donc si Félix Tshisekedi ne peut pas chercher de renfort, pour armer son armée qui quitte le pouvoir, et puis l'armée va prendre le pouvoir en main. Ils vont prendre le pays en main. Mais en attendant qu'il fait ça, ils avancent. Il faudrait que Félix Tshisekedi prenne une décision. Nous parlons de l'Afrique. Hein? Le Congo, c'est l'Afrique. Nous tous, nous parlons de l'Afrique. Et entre nous, on est en train de se tuer. Et quelqu'un qui est un ennemi qui vient vers toi et tu baisses les bras, et c'est des militaires qui veulent condamner. Mais ceux qui viennent vers toi, il faut les condamner d'abord. Il faut les barrer la route. Il faut les barrer la route. S'il ne peut pas qu'il quitte le pouvoir, c'est ce que je voulais dire ce soir. S'il ne peut pas diriger le Congo, normalement qu'il quitte le pouvoir, il donne le pouvoir aux militaires et puis ils vont gérer le pouvoir. Entre eux, les militaires, ils vont s'affronter. C'est ce que je voulais dire ce soir, M. Guéné. Je m'arrête là et bonne émission à vous. Que Dieu veille sur nous. Demain, c'est notre jour. On parlera tous pour l'Afrique. Merci beaucoup, M. Guéné. C'est donc que nous disons merci le jeune panafricain depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour votre contribution ce soir. Deux thématiques. La condamnation à mort de 55 militaires du côté de la République démocratique du Congo pour fuite devant l'ennemi, viol, assassinat ou encore pillage. Et puis la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema, que vous inspire justement cette candidature. Est-il l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, au regard des enjeux politiques gabonais? Vous avez la parole. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je salue très respectueusement nos invités. Alors, moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui fait mal aux Congolais aujourd'hui, c'est le président Félix Tshisekedi. Et là, c'est les hauts gradés de l'armée qui ne font pas encore leur travail. Peut-être qu'eux aussi, ils sont dans un certain complice. Moi, je ne comprends pas. La seule solution aujourd'hui, il faut écarter le président Félix Tshisekedi. Il faut le mettre de côté. Mais les gens n'ont pas d'âme. Ouais, et c'est lui-même en tant que chef qui a désarmé son armée. Quand je dis désarmé, ce n'est pas pour dire qu'il a retiré les armes à son armée, mais il s'est empêché lui-même de doter son armée d'armes, n'est-ce pas, sophistiquées, pouvant lui permettre d'affronter, de réussir dans des situations comme celle-là. C'est un complice.
Le peuple congolais doit comprendre ça et prendre ses responsabilités. Le président Félix Tshisekedi connaît bien les éléments, les leviers sur lesquels il peut appuyer pour régler ce problème. Il ne le fait pas parce qu'il a lui-même, de mon point de vue, des intérêts qu'il défend, n'est-ce pas, dans les mains de ceux qui sont à la base de cette guerre-là. Les Congolais meurent tous les jours et on est chef suprême de l'armée, on ne fait rien. Les discours là, ça ne nous amène nulle part. Il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Alors au Gabon, vous voyez, moi je nous vois quand même beaucoup plus émotionnel que rationnel. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Alors, donc, vous voyez, au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui lui-même, il disait qu'il allait prendre le pouvoir, n'est-ce pas, assurer la transition et retourner le pouvoir civil. Quand on est responsable de ce niveau-là et que sa parole, n'est-ce pas, ne peut pas être... c'est-à-dire qu'on ne respecte pas sa propre parole donnée, ça pose un problème. Quand il aura le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je ne sais pas s'il est l'homme le plus indiqué, l'homme qu'il faut. Moi, j'ai l'impression que, tel que je le vois, quelqu'un qui est déjà adoubé par l'Occident, quelqu'un qui est déjà soutenu par l'Occident, quelqu'un, c'est celui-là qui va se reconnaître redevable vis-à-vis de l'Occident. Et rester redevable vis-à-vis de l'Occident, c'est créer d'ennui à ces populations. Les Gabonais ne sont pas nombreux. Ils ont beaucoup de richesses. Mais si la gestion se fera de façon parcimonieuse et que les ressources de l'État, et qu'il pourra gouverner de façon que le Gabon appartienne aux Gabonais, et qu'il pourra réussir à définir, à appliquer la politique intérieure du pays sans que les autres ne soient capables, n'est-ce pas, de s'ingérer pour détourner la politique du pays à leur profit, là, on pourrait peut-être espérer quelque chose de lui, mais je suis pessimiste parce que je ne le vois pas. Vous voyez comment il est maintenant en joie, je ne l'avais jamais vu dans cette hilarité-là. Tout ça là, il faut qu'on fasse bonne lecture de ce qui se passe là. Vous voyez, tous ceux qui se montrent laudateurs aujourd'hui, j'ai l'impression que demain, ils vont très vite déchanter avec ce qu'on voit là. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre contribution ce soir. Zerfel, vous êtes également calé au standard. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir Nguéné, bonsoir le doyen Parfum d'Homme. Moi, je salue tous mes frères qui sont là aujourd'hui en train de travailler durement pour nous autres. Et moi, ce qui se passe au Congo, voyez-vous, quand on parle de ce pays-là, tout le monde a la main sur le cœur, quoi. Parce que ça fait tellement mal. Et ce pays est dirigé par un individu qui n'est pas conscient des citoyens de son pays. Alors, aller arrêter 55 personnes, c'est quand même se foutre de la gueule des gens. Lui, quand il voulait aider les citoyens congolais, il n'allait pas aller prendre des mercenaires pour le surveiller lui seul. Il allait bien former comme cette armée pour que, il puisse être bien formé et avoir des armes pour aller au front. Alors, quand il fait ce genre de trucs, c'est pour amuser la galerie des choses des Congolais qui sont là aujourd'hui au lieu de se réveiller, ils sont toujours en train de dormir. Bon, non, c'est très difficile de parler de ce pays-là, quoi, parce que ça fait mal. Bien sûr qu'on tue, ce sont des êtres humains qu'on tue du matin au soir, mais quand tu vois la situation aujourd'hui, elle est déplorable. Elle est déplorable. Mais vraiment, moi, je n'ai pas trop le courage même de parler parce qu'il y a trop de méchanceté dans l'esprit de ce monsieur-là. Il est trop méchant. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est arrêter 55 personnes, c'est ça qui va arrêter la guerre ou quoi? Ceux qui sont en train de mourir du matin au soir, là, et ceux qui attaquent le pays, là, il n'est pas capable d'aller chercher les armes. Et puis là, c'est pour aller faire les défilés dans les avions et après arrêter des pauvres soldats qui n'ont pas d'armes. Mais moi, je pense que les soldats, même les plus gradés, ce sont tous des corrompus. Excusez-moi du mot, ils sont corrompus. Un soldat vraiment qui sait qu'il va en face du feu, il ne va pas s'amuser à aller les bras ballants devant le feu. Alors quand ils sont là, les généraux, ils sont assis dans les maisons, on leur donne ce qu'on peut leur donner, et puis les autres sont dans la brousse en train de mourir. Ok, aussi, ils ont des parents.
Alors, ce pays-là, vraiment, je suis désolé, quoi. Je suis désolé pour eux. Parce que quand on dit que de négocier, la négociation dont on parle, on va négocier avec qui au juste même. On va négocier, toujours on négocie, et les gens meurent tous les jours. Quand même, dites au monsieur que le temps de négociation est dépassé. Parce qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités pour sécuriser ce pays-là. Négocier, on peut négocier pendant des siècles et les gens meurent. À ce point, on fait quoi? C'est ça le problème. On peut négocier, c'est la politique. Mais depuis longtemps, regardez un peu comment les choses des Européens et les Occidentaux, ils ont mis l'embargo sur Poutine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est replié puisqu'il est parti se préparer. C'est la même chose qu'il devait faire. Quand il voit que son peuple est menacé, il doit aller chercher des gens, il va aller chercher où il peut avoir des armes pour protéger sa population. Ce n'est pas l'histoire de négocier. Tu négocies les mains vides. Après, ça fait quoi? Parler dans les bureaux, là, ça fait quoi? C'est ça qui a arrêté la guerre. Il faut qu'on arrête l'histoire de négociation. Nous, on a vécu ça en Côte d'Ivoire. Non, moi, quand je vois ce genre de trucs, je ne suis même pas prêt aujourd'hui. S'il y a quelque chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on doit mater la rébellion. Maintenant, je vais parler du Gabon. Voici un pays aujourd'hui, ça fait des années maintenant qu'ils sont dedans. Et parce que moi, ce que je vais dire, bien sûr que le gaz, il aura des candidats, je suis d'accord. Mais je ne sais pas s'ils ont vu s'ils ont vu la Constitution. Parce qu'une élection présidentielle à un tour, parce que celui qui sera élu avec un nombre de 20% être président d'un pays, moi je pense que c'est une médiocrité que chez les gars font. Une élection présidentielle, c'est normalement à 2 tours. Donc on sait qu'il sera élu au moins avec 2 millions ou 3 millions de personnes. Donc au moins ça marche. Mais le gars dit un tour, même s'il a 20 000 personnes, on dit qu'il est élu. Vraiment, c'est un président qui est élu. Est-ce qu'il est élu avant des yeux de changer la Constitution et pour passer aux élections de 2 tours? Moi, ça peut arranger tout le monde là-bas. Mais si c'est dans le cas de 1 tour, là, moi, je pense que c'est de l'amusement. Merci. Pour votre contribution, on rappelle que la campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril prochain s'ouvrira le 29 mars à partir de minuit pour s'achever le 11 avril 2025 à minuit. Alors, Eric, vous êtes en Espagne, vous souhaitez également réagir. Bonsoir. Ok, bonsoir monsieur Pafendom, bonsoir monsieur Nguéné, bonsoir chez Lawson. Je vous appelle depuis l'Espagne. Moi, selon ce que je vois à propos de la RDC, moi je crois que le président Tshisekedi fait tout le contraire de ce qu'il doit faire. Il ne devait pas tuer sa propre population, ce qu'il devait faire, signer des accords pour pouvoir se défendre. S'il va tuer 55 militaires, d'abord, il y a la population meurt déjà et qui va tuer ses propres soldats. Je n'arrive pas à comprendre cette logique. Sinon, de ma part, je crois qu'il fait partie du jeu. Donc la seule solution, c'est de chercher des accords militaires pour défendre son armée ou son pays. Sinon, ce n'est pas logique. Et encore, la question que j'aimerais vous poser, à Pafendom et chez Lawson, ne serait-il pas bon de forcer la main à toute l'Afrique? Je crois qu'on est 54 pays en Afrique. Ne serait-il pas bon? C'est le moment opportun parce que l'Europe est en chute libre. Et c'est le moment que l'Afrique, parce que si on rate le train maintenant, l'Afrique n'aura plus sa voix. Pour moi, c'est le moment d'arracher le pouvoir aux 54 pays, forcer l'Union africaine. C'est la seule solution que moi je vois. C'est la contribution que j'ai apportée ce soir. Et merci pour tout ce que vous faites et je vous appelle depuis l'Espagne. Merci et bonne soirée. Bonne soirée également à vous, Eric, depuis l'Espagne. Patient Pafendom reviendra sur votre préoccupation. Que peut faire l'Afrique? Nous sommes à un tournant, visiblement, au regard justement de tout ce que vous avez évoqué, le déclin de l'Europe.
la normalisation des relations de coopération entre Moscou et Washington et l'Afrique. Alors, concernant également le cas de la République démocratique du Congo, nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques instants. Je préfère qu'on reste au standard. Il y a un autre appelant qui nous rejoint. Allô, bonsoir. Bonsoir, télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Voyou. Bonsoir à tout le monde et à vous, M. Nguéné, journaliste engagé pour la libération de notre continent. Avant tout propos, permettez-moi de rendre hommage à toutes les forces de défense et de sécurité béninoises qui sont particulièrement au front et qui sont sous pression, qui sont en train d'être tués un peu partout. Nous leur disons beaucoup de courage de pourchasser nos ennemis jusqu'à leur dernier retranchement, de ne même pas leur donner de répit. Et la patrie leur sera toujours reconnaissante. À nos dirigeants, nous leur demandons et nous ne serons jamais fatigués de leur dire de nous chasser tous les coopérants français et européens qui sont sous notre sol et qui n'empêchent pas les attaques qui deviennent récurrentes en République du Bénin. À tous ceux qui sont tombés, les armes en main, je m'incline devant leur mémoire et je dis bravo à vous, que Dieu le vrai et les ancêtres vous accueillent. Monsieur Nguéné, lorsque j'ai fini de dire ça, sans vous mentir, ces derniers temps, le président Tshilombo Tshisekedi, moi je ne l'ai jamais aimé, mais sans vous mentir, ces derniers temps, il prend des actes courageux que je suis en train d'encourager. J'appelle la galaxie panafricaniste à revoir sa copie face à Étienne Félix Tshisekedi. Monsieur Nguéné, vous savez, la traîtrise n'a qu'une seule solution, c'est la fermeté. La fermeté règle le problème de la complicité avec les criminels. Lorsque les forces endogènes, monsieur Nguéné, lorsque les forces endogènes rentrent en concubinage incestueux avec les forces exogènes, ça donne la trahison, les fuites des soldats qui sont appelés à défendre la nation. Aujourd'hui, un petit pays, même s'il est épaulé par les pays comme la France ou bien l'Europe ou bien les Américains, un petit pays comme le Rwanda n'a pas tellement de force pour envahir qu'on appelle le Congo. C'est parce qu'il y a une complicité qui ne dit pas son nom. L'armée congolaise est infiltrée. Et donc, il faut faire une purge. Je mesure mes mots. Je dis bien, il faut faire une purge au niveau de l'armée congolaise. Et j'apprécie en même temps ce qui est en train d'être fait, la formation de nouveaux soldats, des milliers de soldats que le président Tshisekedi est en train de former au niveau du Congo, parce que cette armée-là, il n'y a rien de bon dans cette armée, sinon ce n'est pas le petit Rwanda et de petits mercenaires loués à la solde de l'impérialisme qui va faire peur au Congo. Je dis du courage au président Tshisekedi Tshilombo et surtout de tenir bon, car les Africains sont en train de s'organiser pour venir libérer le Congo. Si France Fanon a dit que la gâchette du revolver africain se retrouve au niveau du Congo, nous allons retrouver cette gâchette et tirer le revolver pour chasser les impérialistes de notre continent. Lorsque je quitte le Congo, M. Nguéné, permettez-moi de venir au niveau de l'AES et poser les vraies bases et les vrais problèmes. Puisque là où nous sommes en train d'aller, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul miroir. Nous n'avons qu'un seul modèle en Afrique avec lequel on doit se mirer. Et ce modèle-là n'est rien d'autre que l'AES. L'AES constitue le futur État politique. Oui, pour sortir, M. Sidi. De l'Afrique. Pour sortir. Quiconque ne va pas dans ce sens, nous ne le croyons pas. Ce n'est pas du dogmatisme ou bien ce n'est pas du fanatisme, mais c'est la réelle politique qui nous oblige. Monsieur Nguéné, regardez lorsque Gbagbo connaît. Merci, M. Sidi. Monsieur Sidi, je ne vous interromps pas, mais je voudrais justement qu'on puisse prendre deux derniers, appelant rapidement avant de revenir conclure l'émission. Merci à vous. Merci pour votre contribution, M. Sidi. Demain, c'est mercredi. On aura l'occasion d'évoquer tous les sujets. On parlera de l'AES, on parlera de Barbo-Koné, on parlera de tout ce que vous voulez. Alors, nous prenons quelqu'un d'autre rapidement au standard avant de revenir conclure l'émission aux côtés de Patient Parfendom et de chez Lawson. Allô, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, M. Peter, bonsoir à vous. Allô, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct. Allez-y.
merci, Constantin. Bonsoir, M. Nguené. Bonsoir, vos invités. Je vais donner mon point de vue sur les thématiques. Je vais d'abord, avant de parler profondément de la thématique, je vais être très bref, rassurez-vous. Il y a une bataille de monstres au sein du Quai d'Orsay par rapport au Gabon, parce qu'ils ont mis 3 pays listés, Côte d'Ivoire, Cameroun et Gabon. Et ils sont en train d'observer attentivement M. Olengi. Ben, moi, je veux rassurer les téléspectateurs et les panafricains que M. Olengi est avant tout un Africain. Et quoi qu'on dise de sa visite en France ou qu'il ait rencontré M. Alassane Ouattara, ça ne veut rien dire. On appelle ça le montage, on appelle ça le schéma, d'après une expression camerounaise que j'ai apprise. Et si jamais il se présente pour la candidature des élections, bon, tant mieux pour lui. Et tant mieux pour le Gabon surtout. Parce que ça va vraiment apporter un changement au niveau des mentalités, parce que les Gabonais étaient habitués aux bongoïstes et ça rendait un peu le peuple feignant. Et aujourd'hui, où beaucoup de choses ont été entamées par rapport à l'administration, par rapport aux sociétés prestataires de services comme l'eau, le courant, le téléphone et tout ça. Donc, il y a eu un redressement qui n'est pas de bon goût pour les ennemis du Gabon. Et je pense que, quelque part, il y a une touche de restauration et de rénovation du pays qui peut être faite dans les temps qui vont arriver bientôt. Maintenant, que les gens disent pourquoi est-ce qu'il va se présenter, pourquoi ne pas laisser le parti, le pouvoir au civil. Nous sommes dans une dynamique, M. Nguené. Et aujourd'hui, pour moi, dans ma conception, si un régime militaire arriverait dans un pays qui a été francisé, qui a été franconisé, qui a été franc-maçonnisé, et que maintenant les gens pensent aux intérêts des Africains, d'autant plus que, pour ne pas sortir du sujet, mais ce que j'ai observé, l'Europe est devenue un continent braqueur. Aujourd'hui, on veut braquer par la force les réserves comment on appelle ça, de l'État russe au sein de l'Union européenne pour pouvoir faire des opérations économiques. Donc, l'Europe nous montre qui ils sont, donc nous ne devons plus compter sur eux. L'Afrique doit compter sur elle-même. Elle doit compter également sur des partenaires fiables. Et il est important pour les nouveaux dirigeants africains qui vont venir de ne plus s'apitoyer, courir à l'Élysée, surtout pour les pays francophones, pour dire que oui, je suis venu faire allégeance. Non, ils doivent plutôt penser au bien-être de leur population. Monsieur Nguené, je vais terminer par là. Monsieur Donald Trump a donné des instructions au niveau des Foreign Office par rapport aux enfants des cadres ou des élites des pays africains qui envoient des enfants étudier à l'étranger. Ils disent qu'il faut que ceux-là restent chez eux. Pour moi, c'est de bonne guerre. Donc, on nous montre un signal fort où nous devons prendre conscience que nous avons des capacités, des possibilités de pouvoir créer ce genre de prestations chez nous-mêmes en Afrique. Alors, pour que les gens se mettent à brailler, râler, ça c'est le problème. Mais je pense que c'est de bonne guerre. Et maintenant, je vais terminer avec la RDC. Je dis que M. Tshisekedi, je plains vraiment son sort parce qu'il est dans un embroglio. Et je vous avais dit, M. Nguené, lors de vos précédentes émissions, qu'il a signé le pacte avec l'Union européenne. Il ne peut pas faire marche arrière. Il ne peut pas prononcer le mot Russie, sinon il est foutu. C'est-à-dire que le même soir, là, il perd son pouvoir. Donc nous devons l'aider, si nous disons l'aimer, à pouvoir prendre les bonnes résolutions afin que le peuple congolais, que nous aimons tous, ne puisse pas sombrer sous la direction de l'Union européenne, parce que c'est ça, en fait, le dernier point de chute, puisque ils ont perdu l'Ukraine, selon ce que Donald Trump a montré le vendredi dernier. Donc, le dernier rempart, c'est de pouvoir chercher des ressources là où Bruxelles, en parlant de la Belgique, peut leur autoriser à le faire via M. Tshisekedi, qui lui-même a 2 passeports, passeport belge et passeport congolais. Donc, voilà, en fait, les enjeux. Prions pour lui, aidons-le
agissons comme nous pouvons pour pouvoir sauver ce régime. S'il ne veut pas maintenant nous écouter et que demain les choses changent, ça ce n'est plus notre problème. Ben, l'essentiel, c'est que nous aurons fait ce que nous avons pu. Je m'arrête ici. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci à vous. Merci à tous d'ailleurs pour vos différentes contributions. On va revenir au plateau pour conclure l'émission à vos côtés, Patient Parfendom. Alors, la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est une évidence. Il fallait forcément s'y attendre aujourd'hui au regard justement de tout ce qui a été évoqué, ou du moins de tout ce que nous avons vécu depuis le 30 août 2023, l'arrivée du CTR et toutes les réalisations qui ont été faites jusqu'ici. Mais au fond, Patient Parfendom, est-ce ce qu'il faut aux Gabonais aujourd'hui, ce changement de système, c'est-à-dire on quitte d'une dynastie pratiquement à une nouvelle, je veux pas parler de révolution, parce que là ça peut prêter à confusion, mais on a l'impression que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui avec cette présidentielle annoncée et surtout la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Deuxième volet de la question, Patient Parfendom, quel rôle peut jouer l'Afrique regardant de près la situation de la République démocratique du Congo? En ce qui concerne le Gabon, mais il faut être froid. Le général Clotaire Oligui Nguema jouit quand même d'une popularité qui ne peut pas être remise en cause aujourd'hui. Il est le tombeur du régime des Bongo, n'est-ce pas, de cette dictature familiale qui n'avait que trop duré. Mais en même temps, à travers un certain nombre d'actions qu'il a eu à mener à l'intérieur du pays, on a l'impression que vraiment les populations l'ont presque adopté, pas comme un sauveur, mais comme l'homme de la situation. Donc, il a toutes les chances de pouvoir remplir, comme il dit, mais non, de pouvoir gagner les élections. Aujourd'hui, parce que là, il dit qu'il a besoin de plus de temps pour faire plus. Bon, son discours. Le Gabon, c'est très petit. C'est très petit en termes de population, pas en termes de superficie, mais en termes de population, c'est très petit. Et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre là pour le Gabonais, débarrassé de clan Bongo au pouvoir. Essayons de voir avec cette expérience de Oligui Nguema ce qui va se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il jouit d'une popularité à l'intérieur du Gabon qui n'est pas du tout contesté ou bien contestable. Maintenant, n'allons pas vite en besogne, on va aussi essayer de voir qui l'aura en face comme challenger au cours de cette élection. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques gabonais dont je serais curieux de voir leur positionnement et leur démarche pendant ces élections. Vont-ils... Surtout leur projet de société, leur projet... Au-delà des projets de société, il n'y a pas grand-chose à faire pour le Gabon. Ah bon? Non, il n'y a pas grand-chose à faire pour le Gabon, c'est de pouvoir donner à manger, de donner une qualité de vie importante au Gabon, mais surtout se battre pour que les ressources gabonaises profitent d'abord aux Gabonais. On attend également ces candidats sur le positionnement géopolitique, voire géostratégique. Ça va être très compliqué. Du Gabon, ça va être très compliqué. Sur la scène africaine, nationale, africaine et même internationale. Je vois, parce que le rêve des panafricains, c'est que tout le monde bascule dans le camp, par exemple, de la Russie. Pour le cas du Gabon, quand vous voyez l'essentiel de l'élite politique gabonaise, moi, j'ai beau fouiller, j'ai beau retourner dans tous les sens, je ne vois pas beaucoup des gens qui correspondent à cette toponymie-là. Ça va être très compliqué pour qu'on soit surpris de ce qui va se passer au Gabon. Je constate tout simplement qu'il y a les barreaux chambriers qui sont là, bien que membres du gouvernement. Il y a l'ancien président, l'ancien candidat malheureux, je pense qui risque de remplir lui aussi. Bon, je crois que les gens pingent l'histoire ancienne et n'ont plus assez de force par rapport à leur âge de tenter d'aller à l'abordage cette fois-ci. Donc, c'est presque un boulevard qui est ouvert pour le général Oligui Nguema, à moins qu'à l'intérieur de l'armée, qu'il y ait des velléités, d'autres qui tentent de lui contester, n'est-ce pas, cette hégémonie-là. Pour l'instant, ça va être compliqué. Alors, pour ce qui concerne le Congo, pour répondre à notre ami qui a appelé depuis l'Espagne, il faut dire que c'est le souhait des panafricains d'avoir la tête de nos États, de véritables patriotes qui auront cette idéologie et cette volonté d'aller vers une fédération des États
d'Afrique. Mais là encore, c'est notre paire de manches parce que nous voyons des résistances de gauche à droite au niveau de notre continent. On voit aussi des retournements de veste, des gens qui hier encore n'étaient pas d'accord avec cette idée, mais qui foncent tout droit dans cette démarche aujourd'hui. Mais on voit aussi certains, je voyais encore des tensions qu'il y a en Guinée-Conakry, mais aussi des évolutions avec au moins des usines de montage de quelques véhicules qui sont à mettre en actif de général Doumbouya. Donc on est dans un flou qui demande quand même une meilleure organisation de la jeunesse africaine, une prise de conscience des enjeux géopolitiques mondiaux, mais surtout une détermination à faire de l'Afrique un espace prospère, et cela passe forcément par notre unité politique. La balle est dans le camp de la jeunesse, qu'on mette de côté les questions de régionalisme, de tribalisme, ethnicisme et l'assujettissement à un ordre impérialiste qui n'est pas seulement politique économique, il est aussi spirituel. Toutes ces loges maçonniques et consorts qu'on nous a abreuvés, il faut mettre ça de côté et puis on verra ce que cela pourra produire. Pour le Congo, rien n'est perdu, mais je dis quand on dit il faut négocier et discuter, on peut par exemple négocier une trêve. Pourquoi on dit qu'on arrête d'abord les combats, pour que les gens ne continuent pas de mourir inutilement, parce qu'on voit très bien que ces gens qui meurent au Congo, ils meurent inutilement, puisque ça ne produit aucun effet. Pourquoi ne pas négocier au moins une pause, un cessez-le-feu au niveau de l'avancement, d'abord sur le plan des territoires des M23, mais aussi au niveau de la cessation des combats, pour qu'on commence à chercher des solutions qui seront à même, n'est-ce pas, de satisfaire l'ensemble de la classe politique congolaise, mais aussi les acteurs de la sous-région qui sont plus ou moins impliqués dans la question congolaise aujourd'hui. Alors ce que vous dites, c'est qu'une négociation n'est pas toujours défavorable au pouvoir central de Kinshasa. Mais non, pas du tout. Contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Je ne comprends pas parce qu'ils ne comprennent pas négociation. Voilà. Je ne comprends pas parce qu'ils ne comprennent pas négociation. Dans le cas de la négociation, ça peut être un momentum qu'on se donne pour respirer un peu. Oui. Mais maintenant, pour mieux s'organiser, pour être en capacité de mieux défendre les intérêts du Congo. Dans le cas actuel, avec la cacophonie que nous avons tous constatée, d'abord dans l'armée et dans le pays, il va être très très difficile de penser qu'il suffit qu'on claque des doigts et que les troupes russes arrivent, les troupes nord-coréennes arrivent pour aller écraser du Rwanda. D'abord, ça va faire une très mauvaise impression au niveau de notre continent. Il faut trouver des solutions endogènes à un problème endogène au niveau de notre continent et nous pouvons le faire. Merci à vous, patient parfum d'homme. Chez Hello Lawson, les invités de cette émission du Point sur l'actualité, édition du 4 mars 2025. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs au département digital, à la réalisation. Restez avec nous dans quelques instants. Nous reviendrons sur la grande édition d'information avec un dossier spécial affaire Guinée-Bissau, CEDEAO. Que dit le général Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo? À retrouver dans quelques instants. Portez-vous bien.